L'argent me drive pas. Par contre, plus la boîte elle a monté, elle a grandi en responsabilité, d'un coup, en fait, tu prends des décisions Ouais. en lien avec l'argent, mais c'est pas pour toi. Il y a une forme d'esclavage, en fait, vis-à-vis de l'argent. J'étais pile en train de demander 1 million d'euros à 4 investisseurs potentiels. Est-ce que je dois prendre ce 1 million d'euros ou pas? Et je reçois, mais tout de suite par une phrase de l'imitation de Jésus-Christ, qui vit dans l'abondance ne vit pas de la providence. Et moi qui arrive en me disant, c'est évident que je vais demander ce million, je suis reparti en appelant les gars et en disant, je vous le demande pas. C'est tu bosses dur, tu bosses dur, tu bosses dur, tu veux gagner de l'argent pour pouvoir vite décompresser. Et donc, du coup, tu claques, tu claques, tu claques. Et il faut toujours claquer plus pour décompresser plus. Pensant qu'en fait, ça va apaiser les choses. Et je me rends compte, en réalité, l'apaisement, il vient de par une forme de routine. En fait, au lieu d'aller sur l'essentiel et des choses calmes, parce que c'est la vie. Quel est ton rapport à l'argent? Est-ce qu'il est ton maître ou est-ce que tu es son esclave? Stanislas Bilot de Lochner est un des entrepreneurs qui m'a le plus foutu les boules. Nous avons le même âge, il a aussi une belle fratrie, une femme avec des grandes responsabilités. Et en quelques années, il s'est imposé comme le leader de la collecte de fonds pour les ONG et les projets engagés. Avec la Nuit du Bien Commun et sa start-up Obol, il a levé plus de 67 millions pour des œuvres caritatives. Il m'énerve et m'inspire à la fois, parce qu'à chacun de ses projets, je me dis, mais comment il fait pour aller si vite? Quel est son secret? Il a réussi à disrupter le monde de la levée de fonds en adoptant une approche start-up dans un milieu associatif. Dans cette conversation, j'ai voulu comprendre ses motivations et surtout son rapport à l'argent, car malgré une approche très entrepreneuriale, il est en train de céder ses parts à une fondation pour se détacher pleinement de l'appât du gain. On parle aussi de générosité avec nos finances, notre temps et notre savoir-faire. Cette vidéo est pour toi si tu travailles dans le milieu caritatif ou que tu cherches à donner du sens à ton travail et définir un rapport juste à l'argent. Bon visionnage. Tu as annoncé publiquement, j'ai vu sur un article, que tu donnais 10% de tes revenus à des œuvres caritatives via l'association Changer par le don. Pourquoi? Écoute, on s'est dit avec ma femme, parce que c'est un sujet de couple, hein, c'est pas que perso, J'imagine. que c'était bien de. Il y a deux choses qui m'intéressaient dans le modèle de changer par le don. Le premier, c'était de s'engager à donner de façon ferme. Donc maintenant, on pense nos budgets aussi en fonction de ça. Mhm. Moi, j'ai mon fichier Excel de suivi des dons, comme je suis mon énergie. Et en fait, c'est assez pénible parce que ça veut dire que dès janvier, je commence à me dire, mince, si je réserve tout en novembre-décembre, je suis foutu, quoi. J'aurais même pas la trésor. Ok, Donc les 10%, donc il y avait le côté acter le truc. Le deuxième, c'était de se dire que ce soit un montant qui fasse mal. ok, Parce que si tu donnes le superflu, en fait, ça te touche pas et donc ça te transforme pas dans ton rapport à l'argent. Le troisième, c'était assumer publiquement pour faire en sorte que d'autres puissent donner. Et ok. en fait, on se rend compte que ça fait des petits et que les gens en parlent et du coup, ils te posent la question et donc potentiellement, ils vont donner aussi. Et en quoi ça t'a changé? Bah, alors moi, j'étais déjà dans une logique de générosité, c'est aussi mon métier, donc j'étais déjà touché par le sujet. La petite différence quand même, c'est que quand tu le crantes comme étant au prorata de tes revenus, le fait que tu gagnes potentiellement plus ou que ta femme continue à avoir un salaire ou autre, parce qu'on s'est posé ces questions, est-ce qu'elle bosse, bosse pas, tu te dis, bah tiens, plus je gagne, plus je donne. Donc ça a de la valeur. Donc c'est peut-être ça le changement de paradigme. Si je gagne plus d'argent, en fait, j'en gagne plus, moins 10%, moins les 30% d'impôts. Tu vois, donc finalement, ça change un peu ton analyse de la situation. Mais c'est vrai qu'avec tous les impôts, à la fin, il reste plus grand-chose, quoi, hein. Impôts, charges et tout. Quand tu regardes, imagine, tu rentres 1000 euros, à la fin, il va te rester 30, quoi. Ah ouais, et puis quand tu es entrepreneur comme toi ou moi, il y a un deuxième sujet, c'est qu'en fait, on rentre 2 000 euros de chiffre d'affaires, on peut en récupérer 1 000 après les charges patronales, sociales et la TVA. Et sur les 1 000, je me tape 10% de dons, je me tape X% d'impôts perso. Donc c'est vrai qu'à la fin, il reste un peu des queues de cerise. Ouais. Ouais. Et donc, changer par le don, d'un point de vue, comment dire, intérieur, tu disais, ça fait mal, donc ça change. Mm. Ton rapport à l'argent, je crois que c'est comme ça que tu l'as dit. Ouais. Euh, le fait de donner, pour toi, c'est se libérer de l'argent. Le C'est-à-dire fait que de à la donner, limite, c'est donner, c'est presque un acte égoïste envers soi-même. non, je crois pas. Je pense juste que ça te met dans une dynamique de sur Terre, mon impact, il n'est pas d'enrichissement, il est de permettre à d'autres d'être bien. Donc, d'abord, les autres, c'est ma femme et mes enfants. Ouais. Et ensuite, que ça aille tout de suite au cercle d'après. Et donc, c'est plus dans cette dynamique-là où tu te mets dans un paradigme où finalement, l'argent est à sa juste place, ça reste un serviteur et c'est pas le deuxième maître que critique un certain Jésus en disant, bah, en fait, pour les chrétiens en tout cas, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Donc il y a vraiment le sujet de laisser l'argent à sa place.
Et une fois qu'on l'a laissé à sa place, s'assurer que c'est pas justement pour la représentation ou pour un équilibre perso. Parce que si c'est pour se faire, comme beaucoup d'Américains, c'est pas pour être critique envers eux, mais il y a vraiment Mm. beaucoup de gars qui disent j'aurais réussi quand j'aurai ma fondation. Si c'est Mhm. pour montrer qu'on a une fondation, c'est pas bon. Si c'est pour vraiment se dire en fait, par mon salaire, j'ai un impact positif sur le monde, déjà on commence à changer, je trouve, de façon de penser. Et Est-ce que tu puis, crois qu'on peut ouais, être entrepreneur et pas courir après l'argent? ouais, je crois. Et je crois que moi, j'en connais quelques-uns qui l'ont fait. J'en connais même qui ont décidé de gagner le plus possible pour tout donner ensuite, parfois de façon Mhm. discrète, hein. Il y en a dont personne ne le sait, mais ils ont gagné 150 millions et tout est dans une fondation. Ok. Donc ça existe. Et vraiment, il y en a qui se fixent ça comme objectif de vie, même, d'avoir un impact. Dans un des articles que j'ai lus de toi, je réagis à ce que tu dis. Jésus parle 15% de l'argent dans ses discours, ce que tu dis, Ouais. avec cette phrase on ne peut pas servir deux maîtres. Mm. Pour ma part, moi, pendant longtemps, je ne pense pas avoir été attaché par l'argent, en tout cas, je le croyais, parce que j'ai lancé ma boîte à 20 ans. Pendant quasiment 13 ans, mon salaire, il n'a pas bougé. J'étais à 2 400 euros, zéro bénéfice. Alors, de temps en temps, tu utilises la carte pour aller au resto, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Ouais. Et en fait, je crois que c'était il y a quoi, 1 an et demi, j'ai eu un flash où je me suis dit, en fait, l'argent me drive pas. Par contre, plus la boîte elle a monté, elle a grandi en responsabilité, les salaires, tout ce qu'on a dit, les charges et tout, d'un coup, en fait, tu prends des décisions Ouais. en lien avec l'argent, mais c'est pas pour toi. Donc, en fait, tu dis non, je suis pas accroché à l'argent. Mais en fait, en réalité, toutes tes décisions sont est-ce qu'en fait, là, il faut que j'accepte ce contrat parce qu'il faut payer les salaires. Et en fait, il y a une forme comment dire, d'esclavage, en fait, vis-à-vis de l'argent. Et du coup, ça m'a amené à me dire, mais si j'avais, si je me détachais de ce stress-là, à quoi ça ressemblerait? Mais derrière, il y a une énorme peur parce que imagine-toi, tu t'es détaché, là, il y a une énorme opportunité, il faut remplir les caisses. Tu dis non. Bon, bah, ok, je licencie 10 mecs. C'est pas grave. Bah, ouais, les gars, je suis pas attaché à l'argent. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a une vraie tension là-dedans Ouais. parce que ne pas être attaché à l'argent, tu as l'impression que c'est une forme de liberté. Moi, Ouais. j'ai un papa qui a fonctionné que comme ça, en mode, il a vécu par la charité pendant quasiment une quinzaine d'années de sa vie. Moi, je l'ai vu grandir comme ça. Donc, il était incontrôlable. Tu lui disais un truc qui lui correspondait pas, il disait ah ouais, bah, c'est pas grave. Il avait pas peur, il partait, repartait de zéro, et du coup, il a une énorme liberté. Maintenant, quand tu construis, c'est Mm. quand même un autre game. Moi, je serais curieux de savoir, toi aussi qui monte une équipe, qui a des salariés, ton rapport à l'argent dans ce contexte-là, comment tu le vis? C'est drôle parce que j'ai eu mot à mot la même prise de conscience que toi et c'était il y a 2 mois, tu vois. Donc c'est Ok. drôle, on n'en a jamais parlé. Je fais une retraite de Saint-Ignace. Donc Saint-Ignace, c'est vraiment un cheminement particulier Je l'ai où fait cet tu... été aussi, donc Hop, on a dû se suivre. excellent. Et j'arrive en me disant, il y a deux trucs sur lesquels j'ai pas besoin de discerner, c'est l'orgueil et l'argent. Ce qui Ok. peut paraître un peu couillon parce que c'est quand même les deux premiers écueils et Saint-Ignace le dit quasiment en introduction, quoi. Il dit pauvreté pour atteindre l'humilité. Donc en gros, combattre Hmm. les deux premiers trucs, c'est l'argent et l'orgueil. Et je me dis vraiment, il y a d'autres trucs sur lesquels il faut que je bosse, mais ça va. Et en fait, là où je me suis fait cueillir, c'est que j'ai pris conscience exactement comme toi que l'argent à titre perso, c'était pas un moteur. En revanche, la boîte en avait besoin et donc je m'y attachais vachement. Je pense que Mhm. ça, en fait, dans ma boîte, on a 40 collaborateurs qui en dépendent. Donc tu as eu les mêmes échelles, Mhm. même plus, c'est vraiment compliqué. Et ce qui est amusant, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pile en train de demander 1 million d'euros à 4 investisseurs potentiels qui m'avait un peu fait comprendre 2 jours avant la retraite, hein. Franchement, en gros, on pourrait le faire, mais demande-le nous fortement parce que ça nous saoule un peu. Mais on est prêt à le faire. En tout cas, il y a une ouverture de porte, mais qui n'était pas totalement ouverte. Et j'arrive à la retraite en me disant, j'ai pas cette décision à prendre, je vais pas parler d'argent. Et en fait, au bout de 4 jours, je confie, est-ce que je dois prendre ce million d'euros ou pas? Et je reçois, mais tout de suite par une phrase de l'imitation de Jésus-Christ, qui est un bouquin écrit potentiellement par des moines il y a Mhm. quelques siècles, une phrase, clairement, je ne sais plus laquelle c'est, mais grosso modo, qui vit dans l'abondance ne vit pas de la providence. Et ensuite, j'ai eu une série de signes ou de discussions avec les prêtres, mais évidentes, quoi. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et moi qui arrive en me disant, c'est évident que je vais demander 6 millions, je suis reparti en appelant les gars et en disant, je ne vous le demande pas. J'ai quand même demandé 100 000 euros, je crois, sur des sujets très précis, mais tu vois, c'était 10%. Et mes associés m'ont dit, mais waouh, c'est quand même un peu dur ce que tu es en train de faire, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait et tout? Mhm. Et en fait, déjà, il y a une chose qui s'est passée, c'est que ce saut de confiance a permis à la Providence d'agir. Je te donne pas tous les exemples, mais je t'en donne un. 3 jours après, ma DAF m'appelle et me dit, on s'est trompé, l'État nous doit un crédit de TVA de 90 000 euros. Voilà, Ok. typiquement,
quasiment Cool. 100 000 qui te tombent. Et un autre cas comme ça, une fondation qui nous dit on va probablement vous soutenir à hauteur de 200 000 euros. Voilà. Inattendu, pas au BP, pas au budget. Donc, l'intérêt de dire ça, c'est que quand on prend conscience et quand tu te mets quand même dans les mains de la Providence, elle peut agir. Donc, tu peux pas agir à l'aveugle comme un idiot parce que, évidemment, que j'ai des budgets à 2 ans qui sont écrits, je contrôle ma trésor au jour le jour avec ma DAF et co. Mais si je suis trop dans la recherche de l'abondance, pour le coup, je me prive de quelque chose d'autre. Donc, C'est moi, quoi mon la objectif, phrase c'est de là? garder l'équilibre. Qui vit dans On l'abondance ne. se prive de la Providence. Alors, c'est une phrase que j'ai inventée, mais qui veut dire ça, quoi. C'est la Ouais. substantifique moelle de ce que j'ai retenu. Moi, je me souviens Euh, d'une discussion avec un salarié très fervent catholique et ouais, qui constamment venait me challenger en mode ouais, pourquoi on fait pas ces projets-là? Pourquoi on prend pas un énorme risque, un projet de cœur et tout ça? Puis à un moment, un jour, je lui dis mais t'as raison, mais en même temps, là, il y a des. Voilà, il faut qu'on se concentre, faut payer les salaires, tout ça. Puis un jour, je lui dis mais ok, on est prêt à aller sur ce projet-là, mais toi, tu es prêt à perdre ton salaire. C'est-à-dire qu'en gros, si demain ce projet ne marche pas, toi, tu es prêt à prendre le risque avec moi. Et si je t'annonce qu'en gros, ça a planté, qu'on a perdu 100 000 balles, que ouais, pendant 6 mois, tu n'es pas payé, tu es prêt à le faire. Là, elle a réfléchi à la fois, elle dit ouais, je comprends, mais ok, c'est bon, je vais me mettre au boulot. Tu vois et je me rends compte que en termes de responsabilité, mm, c'est énorme. Et moi, j'ai vraiment, pendant les premières années, de par cette expérience de voir mes parents vivre par la charité, je le raconte souvent, mais d'entendre mes parents dire on n'a pas de quoi manger aujourd'hui, je les entends dans la cuisine, et puis après, rentrer après une balade, avoir des billets scotchés devant la porte, enfin, je l'ai vécu plein de fois ça. Donc moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec cette mentalité de Dieu va pourvoir. Enfin, genre, Dieu, le destin, j'en sais rien, mais ça va marcher. Et ça a marché. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à fréquenter des entrepreneurs beaucoup plus expérimentés, il y ouais, avait un petit côté, ouais, David, t'es gentil, mais en même temps, si tu veux monter, il va falloir quand même que tu gères ta trésor, il va falloir que tes risques, tu les calcules et tout. Et du coup, je suis presque parti de l'autre côté, tu vois. ouais. Et à un moment, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, j'essaye de rebalancer, mais à trouver le bon équilibre là-dedans, parce qu'il y a une forme de radicalité là-dedans. C'est clair. Tu vois, je regardais un docu sur c'est en gros un peu les ancêtres des pères du désert. C'était un genre de monastère orthodoxe, je ne sais plus où. Et les gars, ils vivaient que de la charité, mais ils sont peut-être une centaine de moines. Ouais. Donc, grosse responsabilité. Les mecs, c'est des fous furieux. Et tu les entends raconter, ils ont des responsabilités de fous. Il y a plein de villages qui vivent grâce à eux, parce ils font de l'agriculture, tout ça. Mhm. Et le boss, quoi, il dit, bah, nous, presque on fait tapis à chaque coup, tu vois. Ça m'a énormément inspiré. Et je me suis dit, est-ce que je serais prêt à faire tapis? Et à un moment, je me plante et je ramène les 50 salariés. Je dis, bon, les gars, en fait, bon, j'ai fait tapis. On s'est lancé sur ce projet. Gros four. Donc là, ce mois-ci, je vais me battre, mais on va attendre 15 jours de plus avant de vous payer. On fera ce qu'on peut. Je trouve que c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Hyper compliqué, mais c'est là où il y a un juste équilibre. Je suis d'accord. Déjà, c'est pas la même échelle quand tu es 5 ou 50. Ouais. Une fois que tu es 50, évidemment, une fois de plus, moi je pense qu'il faut prévoir. Enfin, nous, on prévoit une fois de notre Mhm. réseau. On est toujours un peu tendu entre réseau parce que c'est notre histoire et comme la tienne, je pense. Mhm. Mais en revanche, on ne se permettrait pas de pas payer les gens. Euh, mais ce qui me rassure, c'est d'être capable de me dire, s'il y a du surplus, il sera réinvesti ou redonné. Typiquement, nous, ce qu'on essaie de faire avec nos associés, c'est de créer une fondation. On est enfin rentable, nous, après 7 ans là, d'activité. Donc, on s'autofinance. On va créer une fondation qui va détenir tout ou partie du capital de Bol. En tout cas, les parts des Mhm. fondateurs vont lui être données. Donc, ça veut dire que ça implique un énorme changement. Si je fais du surplus, ça remonte à une fondation qui les redistribue. Et ça ne monte pas dans le dividende dans ma poche. Et je ne Ouais. peux plus vendre mes parts. Donc les deux changements, là c'est radical. C'est-à-dire qu'en fait, là Dieu peut agir. Parce que la providence ne vient pas au service de ma baraque ou de ma baraque de vacances, que je n'aurais du coup jamais, mais ça vient au service du projet ou des associations qu'on soutient. Et donc là, tu Ouais. as un cercle vertueux que tu peux mettre en place. Donc ça, C'est c'est vrai ma que réponse. c'est un détachement vraiment Ouais. profond de l'enrichissement personnel. Et du coup, Après, quand... on ouais, a tous comment dire, on cherche tous des choses différentes. Parfois, ça va pas être l'argent, ça va être la reconnaissance, ça va être la complètement. gloire. Donc, il faudra travailler sur d'autres choses. Mais Ouais. moi, je sais qu'à plusieurs reprises, vis-à-vis de l'argent, enfin, c'était un gros sujet. J'avais pas du tout envie d'être esclave de l'argent, mais c'est une forme comment dire, De reconnaissance. de- ouais, non, de générosité radicale. Ça m'est arrivé de mettre toutes mes économies sur quelqu'un que je rencontre, tu vois, qui revient de je sais pas où. Je dis, OK, allez, vas-y, tiens, je te donne. Dingue. Là, d'un coup, tu te mets à trembler un petit peu.
Mais étonnamment, il se passe des trucs généralement de fou. Et en fait, j'ai remarqué une forme d'adrénaline qui se crée quand t'as plus rien, en Ouais. fait, où tu te mets vraiment en danger. Et étonnamment, c'est des moments de focus extrême et tu fais des choses que tu n'aurais pas imaginées. Maintenant, avec les enfants, quatre Bah ouais. enfants, les choses, à un moment, tu commences à t'embourgeoiser un peu en mode, bon, là, il faut quand même prévoir de l'argent de côté. Il faut... et je trouve que c'est une grosse tension de se garder sur le fil Ouais. pour avoir une part, comment dire, comme tu disais, laisser le destin nous surprendre et garder une dépendance et en même temps être malin. Parce qu'en fait, quand tu as de l'argent aussi de côté, bah, tu es plus serein, tu fais des meilleurs choix, tu peux investir, tu peux faire plein de choses. Et c'est un genre d'entre-deux qui est très compliqué. Là, c'est une tension mais impossible à solver. Enfin, nous, on Ouais. n'y arrive pas. C'est exactement, moi je te rejoins, les enfants, c'est un peu comme les salariés. Alors, j'infantilise pas mes salariés, mais c'est la même Mhm. responsabilité, quoi. Et c'est vrai que j'ai le même sujet que toi. Alors, nous, on n'a jamais osé se mettre comme toi, à filer toutes nos économies. On n'en a jamais eu beaucoup, tu me diras, donc ça aide. Mais de fait, je me suis jamais dit d'un coup, tiens, je file tout. En revanche, c'est vrai que la tension est compliquée parce que il y a déjà un sujet en plus, c'est qu'on est jeune et j'ai du mal à me projeter dans 20 ans. Quand mes gamins seront en école, est-ce que je dois leur payer leurs études? Est-ce que Mhm. je dois assurer? Il y en a un qui rame complètement dans la vie, qui se retrouve seul ou handicapé ou autre. Il faut bien que je puisse l'aider à un moment. Donc, est-ce que je dois compter sur la providence à l'avenir? Peut-être, mais c'est rude. Surtout que c'est pas que nous, quoi. Je serais qu'avec ma femme, je pense qu'on penserait différemment. Mais avec quatre enfants comme toi, Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'à côté de ça, moi, mes parents, ils ont vécu comme ça. J'ai ouais, entendu et ça m'a enseigné une magnifique leçon. Et moi, je voilà. m'interroge. Nous, on a commencé avec que dalle et on s'est battu. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à payer. On est beaucoup plus serein et financièrement, on s'en sort bien. Je me Ouais, dis, mais en fait, cette leçon que moi, j'ai appris, eux, ils vont pas l'apprendre. Parce que c'est que quand tu es face au truc, ouais. c'est pas des théories, ça, il faut le vivre. Donc, en même temps, comment dire, la dimension de providence, de générosité radicale, Mm. euh, peut-être que, enfin, moi, c'est un truc qui m'interroge, qui me frustre en me disant, ils vont pas le vivre. Alors moi, je ne l'ai pas vécu, donc j'ai du mal à comprendre. Enfin, tu vois, Mhm, je crois que j'aurais aimé le vivre d'une certaine façon, même si c'est facile à dire quand tu l'as pas vécu. Moi, je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, clairement, et j'ai décidé de baisser mon mode de vie, ce qui n'est pas la ok, même chose du tout, hein. Mais on s'est dit avec ma femme, on ne reproduira pas ce qu'ont fait nos parents. C'est canon ce ok. qu'ils ont fait, mais en fait, si c'est pour aller au ski 3 fois par an et partir en voyage tous les étés, c'est pas une vie normale, ça. Donc ça, Mhm, on arrête complètement. Donc, tu vois, on prend un peu nos choix, qui sont beaucoup moins radicaux. Là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que tu ne transmets pas cette liberté-là. Mais moi, j'ai deux trucs que m'ont appris mes parents. L'un qu'on n'a pas vécu, mais qui m'ont transmis, c'est vraiment laisser une place aux pauvres chez soi. ok. Quand tu es capable, moi, je vais te dire, j'ai eu un exemple récent. On a eu l'occasion de recevoir des personnes vraiment en grande difficulté chez nous. Et j'ai été heureux de constater que j'étais pas gêné de les recevoir chez moi. Je me suis dit, Mhm, ils vont pas se dire, waouh, c'est un décalage de dingue. Évidemment, j'ai une baraque, j'ai de mhm, l'espace, on a des chambres. Mais c'est simple, tu vois, c'est de la simplicité qui laisse la place à l'autre. Donc ça veut dire que je me coupe pas d'eux parce que je peux les accueillir. Donc ça c'était un truc que je trouve intéressant. Et le deuxième truc, ça c'est mon papa qui m'a beaucoup appris. Il m'a toujours dit, je vais t'aider au max parce que j'en ai les moyens. Donc je vais te payer tes études. Mais la contrepartie, puisque je vais t'éviter d'aller bosser chez McDo pour te faire du pognon pour payer ton loyer, tu vas vraiment prendre un engagement fort pour les autres. Et donc il mhm. m'a presque imposé, et c'était génial, de prendre des engagements associatifs. Et ça m'a D'accord. beaucoup changé aussi mon rapport à l'argent. Je me suis dit, bah là, mon père, il a pas gagné juste pour me payer des études, il a gagné pour m'apprendre à rendre. C'est Et une ça, c'est assez beau. trop bonne technique, ça, je vais la garder. Là, En j'aime gros, bien. c'est tu montes la valeur et en gros, via ça, tu lui donnes le goût, en fait, de Mhm. servir, de donner. Exactement. Ouais. Dans un autre de tes articles, je crois que c'est en 2019, tu écrivais dans le journal La Croix, tu disais, la France est un pays qui compte de nombreux bénévoles, généreux de leur temps, mais très peu de dirigeants philanthropes qui donnent une partie de leurs revenus ou de leur fortune pour des associations. Pourquoi les entrepreneurs français sont-ils pas généreux, selon toi? Alors, c'est évidemment un raccourci fort, mais c'est vrai, je pense que c'est vrai en proportion. Et moi, je suis marqué par une partie même des jeunes générations, start-upers, dans mes potes, hein, vraiment des gens proches, des copains. La dynamique de don, ce sera vraiment comme leurs parents, quoi. Allez, quand j'aurai 60 ans et que j'aurai tout mis de côté, que j'aurai quatre baraques. Et là, je me dis, bon, on a manqué une étape de transmission. Bon, il y a quand même une raison pragmatique, c'est les impôts. Je pense qu'on a vraiment un sujet là-dessus. On donne tellement à l'État-providence qui fait tellement mal son boulot, on se demande pourquoi on devrait redonner C'est à vrai. d'autres associations. Et d'ailleurs, on dit que l'État
permet aux assos d'avoir des reçus fiscaux pour une délégation de service un peu, tu vois. S'ils disent on ne sait pas le faire, donc on va dire aux assos de le faire à notre place. C'est vrai que quand tu compares avec les Américains, moi, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Euh, Tu vois, dans le monde, par exemple, protestant évangélique, ils ont souvent des gens extrêmement généreux, ils vont gagner plus d'argent. Mais en même temps, tu vois, dans le monde protestant, on dit les 10%, tu les donnes à ton église. Ça fait Ouais. partie du game, c'est comme ça. Mais un 10%, quand nous, la personne reçoit 1000 euros dans sa poche, en réalité, ce que ça a coûté à l'entreprise, c'est 2000 euros, enfin, si j'arrondis. Donc, le français, il va donner 10% de 1000 euros. Ouais, bien sûr. L'américain reçoit les 2000 et après, il va payer tout derrière. Donc, en gros, il va donner 10% de 2000 euros. C'est le double. Ah ouais, bien sûr. Donc, en fait, dans la mentalité, comme tu le dis, on est tellement imposé. En fait, on se dit, c'est Mm. à l'État. Enfin, moi, le nombre de fois où il y a des situations, tu dis, bah, le gars, au pire, il a le RSA, il a ça. Enfin, moi, j'ai cotisé tellement d'argent. Ouais, Je veux bien dire, sûr. les solutions, elles sont là. Et donc, du coup, tu te déresponsabilises énormément. Alors que on a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc en fait, on ne devrait pas. Et c'est ça le problème, quoi. C'est le problème entre l'État doit tout faire, et on est habitué à ça, l'État-providence, le modèle français qui ne marche pas d'ailleurs, et en Mm. efficacité et en pognon, puisqu'on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, là, il faut accepter qu'on prenne le relais à cause des manquements de l'État. Et ça, c'est déjà un premier switch intellectuel difficile. Le deuxième sujet, je pense, c'est quand même euh, on a une logique assez catholique en France, justement, et pas Ouais, protestante. Et je pense que les catholiques ont un complexe avec l'argent de dingue. Mais vraiment, c'est lourd, hein. C'est-à-dire que nous, on a lancé un format, la Nuit du bien commun, où les gens montrent qu'ils font un don. Mais ils le ouais, montrent dans l'ombre d'un théâtre, parmi 1000 personnes, avec un petit panneau anonyme, quoi. Mais ouais. ça, pour le faire passer à certains dirigeants, ça a été 4 éditions avant qu'ils osent lever leur panneau, et encore, ils le cachent, quoi, parfois. Parce qu'ils se Mm. disent, mais si ça se voit, ça veut dire que je suis en train de montrer que j'ai de l'argent, est-ce que c'est normal? J'ai honte d'être aussi riche. Donc il y a Ouais. vraiment ce système-là. Et en fait, moins tu le montres, contrairement aux Américains, moins techniquement tu vas donner parce que tu es quand même poussé par l'émulation collective. Et c'est pour ça que des formats comme ça, je fais une micro-aparté là-dessus, mais pourquoi est-ce que ça marche ce genre d'événement? C'est que tu donnes 5, tu vois ton voisin donner 5 ou 10, tu vas pas te comparer, mais tu te dis, mais c'est génial, faut que je donne plus. Et ton voisin de droite se dit, mais ils sont deux à donner, faut que je donne aussi. Et ça crée une espèce Il y a une d'ambiance, quoi. émulation, ouais. Tu as un verset qui dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Donc Ouais, c'est vrai que genre, si on veut appliquer cette sagesse, il y a une forme de pudeur. Maintenant, je comprends bien la dynamique. Une fois, j'ai assisté à c'était un dîner d'entrepreneurs et ouais, c'était autour du vin. Et en gros, tu avais des grands domaines bordelais qui avaient donné des bouteilles pour une association. Et du coup, c'était en mode enchère. Tu vas t'acheter des bouteilles qui peut-être valaient, ouais, je sais pas, 50 balles ou 100 balles et tu les achetais 400 balles, 500 balles pour le. Et il y avait ce côté un peu niaque, tu as l'impression d'être au casino, genre, ah putain, je vais le faire. Et c'était génial. ouais, Mais en même temps, la question entre est-ce que je suis dans le jeu et c'est marrant ou est-ce que je suis dans l'ego, elle est compliquée. ouais, c'est clair. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très compliqué parce que si on est en mode voilà, chrétien et sagesse sur ce sujet-là, c'est assez clair que ça se joue dans le secret. Oui, alors, moi j'aime bien interpréter un tout petit peu cette phrase parce que la vraie question, c'est est-ce que tu t'enorgueillis de savoir que ton voisin de droite sache que tu donnes, tu vois. Moi, j'ai la moitié de mes donateurs qui donnent en disant, je suis gêné de lever mon panneau, je n'ai aucune fierté, je suis mal à l'aise parce que je montre que j'ai du pognon, je montre que je suis plus généreux que les autres, mais je le fais parce que j'ai été touché par ce que j'ai entendu. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les ventes aux enchères. Et on n'en fait nous jamais, typiquement dans notre boîte, parce que les ventes aux enchères, ça signifie que tu as un cadeau en retour, tu as une Mhm. contrepartie qui est une bonne bouteille, et c'est très souvent complètement déconnecté de la réalité de la sauce. Tu as quasiment oublié ce que faisait la sauce, on te l'a dit en intro, on te l'a dit en Tu te conclusion, souviens de la bouteille, hein, c'est tout. voilà. Et là, pour le coup, je suis très mal à l'aise. Je trouve que tu as un côté égotique. En plus, les enchères, tu es en concurrence. Donc, tu montes Mhm. face aux autres. L'inverse, quand tu as juste un mec qui te dit, en fait, avec 50 000 balles, je vais changer des vies, je vais sauver des Mhm. sans-abri, machin, tu donnes directement au gars, tu donnes ça discrètement et tu construis collectivement un truc qui te dépasse complètement. Donc, tes 5 000 balles, ils sont noyés parmi 50 ou 100. Donc, Ouais. à part quelques profils que je connais bien, qui sont très à l'américaine et qui sont trop fiers de montrer qu'ils donnent 25 000, je l'ai vu, Mhm. mais c'est rare. La plupart sont plutôt gênés, mais disent, je suis touché, donc je le fais, tant pis si je suis gêné. Donc Mhm. je ne crois pas qu'ils soient dans une démarche prétentieuse ou je pense que c'est pas leur sujet. En tout cas, moi je le sens Le- pas comme ça, mais De par ton job, tu es amené à rencontrer beaucoup de grandes fortunes, de personnes qui ont bien réussi. C'est un privilège de pouvoir, j'imagine, les fréquenter, apprendre un peu leur mindset.
Qu'est-ce que tu as appris à leur côté? Alors déjà, c'est très, très personnel, mais j'ai très peu d'excitation à rencontrer des gens très riches ou très influents. C'est vraiment Ok. rare. Il y a quelques profils qui m'impressionnent et dont je me dis, punaise, ces gars sont brillantissimes, tu vois, ça arrive. Mais c'est plutôt l'intellect, moi, qui m'impressionne que la Ok. puissance. Ce que j'ai appris quand même, on parle pas mal d'entrepreneuriat par-ci, d'entreprise par-là ou de management, donc j'entends des trucs géniaux parce que c'est des gars qui sont Mhm. juste 15 fois meilleurs que moi. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Mais la vraie beauté de la chose, c'est quand tu crées des liens d'amitié, quoi. Et Ok. que t'es plus, non seulement c'était pas une démarche business, mais c'est même plus une démarche de vas-y, fais des dons, c'est viens, on va vivre un truc ensemble. Et comme on va vraiment kiffer ce moment, on va se retrouver sur encore d'autres choses. J'ai des gars, je ne vais pas les citer parce que ce serait pas élégant pour eux, mais il y en a avec qui je suis en visio toutes les semaines sur deux projets différents. Ils sont là tout le temps, ils disent oui à tout, ils appellent leurs copains parce que tu as une espèce je sais pas, de relation qui s'est créée. Et ça, je suis aussi excité que ce soit un grand patron du CAC 40 qu'un jeune entrepreneur qui rame. Tu vois, je m'en fiche un peu. En revanche, quand Après, c'est un ouais. ping-pong intellectuel et amical, ça, ça vaut tout l'or du monde. Moi, dans ma construction, ne venant pas de ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai énormément apprécié être avec des personnes qui sont à des années-lumière de moi. Euh, Si on dit que tu es un peu la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, donc plus tu passes du temps avec des Ça, c'est gens vrai. plus loin, plus en fait ça quand même t'explose le cerveau. Quand quelqu'un a géré des centaines de millions ou parfois même des milliards, Oui, il réfléchit pas comme toi. c'est très Donc vrai. j'imagine, toi, il y a le côté relationnel, mais toi, dans ton aventure entrepreneuriale, dans ton aventure de papa, Ouais, est-ce qu'il y a des tips comme ça que tu as appris à leur côté en disant, tiens, tu vois, je pense moi à une rencontre euh, où il y avait vraiment une dimension de succession, c'était très clair, de génération en génération. Je tremblais un peu à poser la question, mais je me suis dit, allez, c'est ton moment, pose ta question. Comment ça s'est passé avec vos enfants? Est-ce que vous leur avez laissé le choix? ouais, Comment ça s'est passé avec vous? Et en fait, de découvrir qu'en gros, il avait aucune pudeur à dire, bah non, ça se passe comme ça. Nous, on a une famille, on a une devise, on avance et on se transmet le truc parce qu'on a une responsabilité derrière. Donc, il n'y avait même pas de ouais, dimension de, tu vois, genre d'ego ou je sais pas quoi. C'est juste, on a une responsabilité et il faut que chaque génération comprenne cette responsabilité-là et en canon. fait soit formée en conséquence. Et ça m'a sorti complètement de tout ce qu'on entend de dire, ouais, laisse ton enfant être lui-même, laisse-lui de l'espace. Et donc, je trouvais ça intéressant, tu vois, ça venait casser ma réflexion que tu Ouais. entends autour de toi. Là, tu as quelqu'un qui réfléchit à un autre game. Moi, ça m'a vachement fait réfléchir, me dire, mais en fait, vis-à-vis de mes enfants, est-ce que j'ai envie de les préparer pour la suite? Est-ce que j'ai envie de créer quelque chose? Mais dans ce cas-là, comment je les forme? Ouais, bien C'est un sûr, bien sûr. exemple. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça Moi, dans des ouais, sujets? j'en ai deux, je crois. Le premier, c'est l'ambition. C'est quand même des gars qui, généralement, ont l'impression qu'on peut tous faire des milliards de chiffre d'affaires, avoir 200 000 salariés. Et en fait, ils n'ont pas forcément tort. C'est-à-dire qu'ils te challengent à mort sur les petites ambitions, les moments où tu es pusillanime, tu te caches. Ils te disent, mais vas-y, quoi, ça sert à rien. Et ça, pour le coup, il y en a beaucoup qui m'ont poussé là-dedans et qui continuent à le faire parce que je reste encore convaincu qu'on restera petit toute notre vie, et c'est pas Mhm, grave. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ils ont quand même ce point commun d'être super ambitieux, y compris quand c'est l'ancien chef d'état-major, quoi. Parce mhm, qu'en fait, le mec a été juste au sommet de sa pyramide à lui, qui est l'armée. mhm, Donc c'est canon. Donc j'aime bien ce côté ambition. Le deuxième sujet, c'est probablement de m'avoir fait rentrer dans une vraie logique économique. On parlait tout à l'heure de l'argent. J'ai pas mal été soutenu par des philanthropes, des mecs qui ont mis 1 million sur la table pour nous soutenir à une époque pendant trois mhm, ans. Cette fois, j'avais dit oui. Et c'était assez facile, entre guillemets, ils ont été vraiment aidants. Et je me suis rendu compte, en fait, ils m'ont beaucoup poussé à dire, en fait, les compétences que vous avez, vous devez les monétiser. C'est pas parce que vous faites du bien commun que ça se paye pas. Et donc, il y a un moment donné où là, tu vas demander à des patrons de boîte, des entreprises, de vraiment payer pour ce que vous faites. Et donc, on a switché il y a quelques mois, grâce à, je dirais, quatre cinq d'entre eux, dont l'un qui m'a un peu explosé en plein vol en disant, mais ça n'a pas de sens ton modèle, quoi. Arrête d'aller escroquer 5 mecs, va en faire payer 50 parce que ça vaut de l'argent. Et ça nous a beaucoup aidé. Et en fait, ça nous met mhm, dans une logique de croissance parce que ça veut dire qu'on génère du chiffre qui permet de faire plus. Alors que quand tu mhm. demandes 1 million, bah, en fait, il est stable ton million sur le temps que tu l'utilises. Et comme tu es prudent, parce que tu es prudent sur ta trésor, tu l'utilises doucement. Donc voilà, ils m'ont mis dans cette double logique d'ambition et d'autofinancement qui n'était pas naturelle pour moi, je crois. Et tu disais que du coup, tu as été amené à développer des amitiés. Donc, qui dit amitié dit parler plus personnel, Carrément. familial. Est-ce que comment dire, à ce niveau-là, ils t'ont aussi
donné des tips, fait réfléchir. En tout cas, tu as vu des modèles différents. Je pense à, ça, c'est pas un truc privé, mais Ouais, Pierre-Édouard Sterrin qui dit que lui va rien léguer à ses enfants, par exemple. Tu vois, c'est un modèle hyper intéressant. Moi, je serais très curieux de savoir plus en détail, savoir vis-à-vis de ses enfants, comment ça se passe, ouais. comment il a emmené. Bon, c'est un exemple, mais est-ce que toi, dans ce domaine-là, tu as vu des modèles, des histoires qui t'ont interpellé, que tu as repris ou pas? Euh, enfin, le truc qui m'impressionne le plus, c'est ceux qui gardent un équilibre pro-perso et qui Ok, te disent qu'ils ont vu leurs enfants grandir alors qu'en même temps, ils présidaient des grosses boîtes et tout. Et ça, pour le coup, il y en a un en particulier qui m'avait vraiment expliqué qu'il s'était mis une routine de vie qui lui interdisait de ne pas être là le matin avec ses gosses, grosso modo, et pas être là le soir pour les coucher. Et en fait, pour plein de gars, c'est impossible ça. Moi, dans mes associés, il y en a qui n'y arrivent pas. ouais, Et moi, je me suis vraiment toujours imposé ça. Et toujours imposer que les temps de travail, grâce à ces personnes, hein, toujours imposer que les temps de travail soient, même si c'est le week-end, à un moment où c'est une sieste, que ça se voit pas en fait, que ça pollue pas. Et quand tu vois que des gars génèrent des millions et des millions et réussissent à le tenir, tu te dis, bon, en fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Tout est question de hmm, contrôle, quoi. Donc ça, je trouve ça incroyablement puissant. Et c'est une espèce d'assesse de vie qui est forte. Et le deuxième truc, c'est euh, enfin, j'ai l'impression, pour ceux qui ont tenu, hein, parce qu'il y en a qui explosent en plein vol, qui ont des familles qui éclatent, mais pour ceux qui tiennent, je trouve que c'est plutôt un frein. La plupart disent, je suis quand même un peu déçu de la transmission que j'ai eue vis-à-vis de mes enfants. ok, Spirituel, très souvent. Franchement, c'est assez dingue, ça. Parfois, même sur le plan des valeurs, typiquement, c'est des gens qui sont assez équilibrés, ils se rendent compte que leurs enfants, ils leur ont pas permis d'avoir un rapport à l'argent très sain, pas permis d'avoir un rapport à la simplicité ou à l'entrepreneuriat. Et donc, il y en a un ou deux où je me suis dit, ah, ok, ça, c'est des modèles, parce que lui, il a monté un business incroyable, mais ces gamins, je pense à Hubert de Boisredon, c'est trop fort, quoi. Hubert de Boisredon, il dirige Armor, très, très grosse boîte industrielle française, une belle ETI, ils ont racheté leurs concurrents américains. Enfin, il arrive à bosser de façon à peu près raisonnable, même s'il bosse comme un dingue, mais je crois qu'il y a trois de ses enfants qui ont monté leur boîte. Et puis des ouais. belles boîtes en plus, quoi. T'en as un qui a écrit un bouquin parce qu'il a fait une espèce d'aventure tour du monde, qu'il est en train de sortir son bouquin. Enfin, c'est des gars qui sont hyper engagés, ils n'ont pas choisi la facilité, ils ont mis les mains dans le cambouis, ils ont ramé, et ils y arrivent d'ailleurs plutôt bien. Euh, Et donc, c'est du coup, fort. toi, quand tu analyses les différents modèles, moi, j'aime bien voir les différentes histoires. Est-ce que tu vois des traits qui ressortent, justement, euh, dans la transmission que, Je dirais que c'est quand même des gars hyper, hyper humbles, ok, franchement. Tu vois Hubert de Boisredon, tu vois Pierre de Villiers, tu vois ces gars-là, ils sont humbles. Ils vont pas... Moi, je les trouve humbles, en tout cas dans mon rapport avec eux. Je ne peux pas juger de mhm, leur vie en global, mais. Et deuxièmement, je les trouve très enracinés. ok, Savoir que ces gars-là, ils restent à Nantes, ils restent en Vendée, ils restent dans leur bled. Ils n'ont pas 16 maisons, ils partent en vacances pas trop loin. Ils font des pélés, ils font des retraites. C'est des gars enracinés dans le concret. Ils sont pas partis sur l'étape d'après des gens qui ont du pognon de se dire je rejoins mes copains sur le yacht, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui en termes de transmission, je pense, aide pas, quoi. Et donc l'enracinement et la simplicité des gars fait que je pense ils ont vraiment un truc différent par rapport à tous leurs équivalents chefs d'entreprise. c'est vrai que cette dimension d'enracinement, tu vois, j'avais rendez-vous avec une coach la semaine dernière qui m'a dit ça, David, tu as besoin de plus t'enraciner. Et moi, j'ai eu un modèle où les 2, 3 ans, on a bougé. Donc, Ah ouais. jamais eu les mêmes copains, jamais eu même. À l'inverse, ma femme a été toute sa vie au même endroit. Donc, la dimension, moi, si je m'écoutais, là, je serais à San Francisco. Après, j'aurais envie d'aller, tu vois. Donc, me fais violence de me Ouais, calmer. Et c'est un sujet que j'ai envie de creuser, cette dimension d'enracinement. Euh, Parce que je trouve que là où il y a une tentation, où je vois un chemin qui est tentant, c'est tu bosses dur, tu bosses dur, tu bosses dur, tu veux gagner de l'argent pour pouvoir vite décompresser. Et donc, du coup, tu claques, tu claques, tu claques. Et il faut toujours claquer plus pour décompresser plus. Enfin, c'est en tout cas, c'est ouais, si c'est vraiment, en tout cas, c'est un genre de croyance. Tu te dis, OK, bon, là, les enfants, j'ai donné à fond pendant un mois, on s'est pas beaucoup vu. Allez, claque, on fait des grosses ouais, vacances sur un bateau ou quoi. Et en fait, tu deviens dans une surenchère. Bon, bah, je vais acheter une deuxième baraque, comme ça, au moins, ça c'est fait. Et en fait, je pense que assez facilement, ouais, tu tombes dans ce que tu dis, là, ce côté où en fait, tu vas claquer, claquer, claquer pensant qu'en fait, ça va apaiser les choses. Et je me rends compte, dans le chemin des dernières années, en réalité, l'apaisement, il vient de par une forme de routine. Au quotidien, chercher à l'apaisement. ouais. Tu vois, c'est un sujet.
que j'essaye de poncer depuis quelques années sur le sujet du sabbat, le fait de bloquer une journée où il n'y a pas de téléphone, pas de télé, pas de projet, Ouais, interdiction de parler du futur, enfin des trucs à l'ancienne, mais en même temps, ça apaise énormément. Du coup, c'est clair. tu dépenses moins, tu as besoin de moins d'argent, euh, et du coup, tu as moins besoin de claquer quand tu pars en vacances ou quoi, parce qu'en fait, tu es apaisé. La dimension des retraites aussi, tu disais, le fait de pas du tout sexy de faire une retraite, mais en même temps, ça t'apaise de fou. C'est un truc de dingue. Toi, c'est quoi qui t'enracine? Justement, c'est quoi les domaines que tu te dis, OK, là, faut que je sois strict là-dessus. Moi, il y a un premier truc, alors c'est aussi lié à l'orgueil, tu vois, le côté. C'est de se dire qu'on a des engagements de terrain avec ma femme. Pas juste on est au conseil d'administration de machin ou on monte un grand projet national, je sais pas quoi. Se dire, tiens, dans ma paroisse, on va faire ce petit truc auprès des pauvres, je ne sais quoi. Donc, on fait pas 10 000 trucs, mais on s'est engagé sur des petits trucs très simples où franchement, il n'y a pas plus, enfin, y a pas plus gentil, quoi. On fait des petits services et en fait, ça te remet quand même déjà dans une dynamique de vrai service. Et ça Hmm. t'enracine dans un lieu, évidemment, parce que du coup, tu es en connexion avec le lieu où tu habites, où tu es. Le deuxième truc, c'est cette maison ouverte qu'on rêve d'avoir avec ma femme. On rame encore parce qu'on a des tout petits enfants, ils ont 5, 3 et un, et puis un quatrième à arriver. Euh, mais en l'occurrence, cette porte ouverte sur le quartier, être un liant dans notre quartier, c'est un enracinement naturel, quoi. Et c'est très apaisant, hein. Discuter avec Daniel, ma voisine de 90 ans, qui est là depuis 50 ans dans le quartier, on parle de rien, quoi. Mais en fait, c'est tout, parce que c'est la vie. Enfin, Hmm. donc ça nous aide pas mal. Le troisième truc, c'est quand même que nous, on se force en termes de rythme, sortie, déplacement et tout ça. Moi, j'ai à minima 4 semaines tranquilles avec ma femme et mes enfants où je suis à la maison et on n'a pas de sortie, pas de dîner, rien, quoi. Hmm. Et pas de télé. Nous, on n'a pas de télé, donc ça, c'est un choix radical dans ce monde de brut. Aucun écran, sauf un film sur rétroproche. On a pris exprès un truc sympa, un rétroproche, tu vois. Mais en fait, du coup, on met 1 heure à changer notre film, donc on en regarde un tous les 15 jours. Pas de série, tu vois. Pas de Ouais. Netflix. Donc en Et fait, ça nous ouais. donne une espèce d'assaise sympa où bah, en fait, tu es obligé d'aller sur l'essentiel et des choses calmes. Et On fait comment des tu jeux. fais pour, justement, pour garder ce rythme ancré localement quand tu es amené à beaucoup voyager, beaucoup bouger? Alors maintenant, avec la visio, ça a quand même beaucoup aidé. Ouais, Et le Covid a fait que t'as même les anciennes générations sont prêtes à faire une visio ou quoi, ce qui était plus compliqué à l'époque. ouais, c'est clair. Mais j'imagine que tu bouges beaucoup. Je crois que ta femme, elle a aussi des responsabilités. Je ne sais pas si elle est toujours à Alpha, Mm. mais en tout cas, elle a eu en tout cas des grandes responsabilités. Donc, vous êtes tous les deux amenés à bouger. Vous êtes entre deux villes. Et Comment ben, en tu fait, fais ça? on a cadré. On a cadré. Moi, j'ai fixé un mode opératoire qui est jamais plus de 2 jours de déplacement par semaine. Donc, c'est la Ok. soirée. Je me pourris une soirée par semaine à cause de ça, max. Et j'essaie de pas bouger en dehors de Paris. Je fais quelques déplacements en province parce que c'est trop compliqué. Donc en fait, le reste, c'est beaucoup de visio. On a la chance d'avoir une équipe aussi, hein. Donc le switch, il est récent. C'est que en fait, depuis un an, j'ai pas besoin d'être partout. J'ai des gars qui sont meilleurs que moi dans la boîte et qui me remplacent plus que me remplacent. Ils me supplantent. Du coup, je me retrouve plutôt entre Nantes et Paris et ça se cadre pas mal. Et Éléonore, ma femme, pareil, elle a créé un rythme assez stable. Donc en fait, comme on a cadré nos déplacements, il n'y a pas de surprise. On peut prévenir nos enfants à l'avance. Nous-mêmes, on est prévenus à l'avance l'un de l'autre. Donc c'est assez, ça nous donne le sentiment, si tu veux, c'est le prix à payer pour être en région, à Nantes, mais le gain est tel localement que ça compense Ouais. largement. Je mets 10 minutes à aller au boulot, enfin, c'est comme tous les gens dans nos Et villes, ça hein. aide, quoi. Ah, ça change tout. Et moi, j'ai un défi que j'ai essayé de me soigner là-dessus, mais à chaque fois que je vais dans une petite, je m'investis dans une assos ou dans une paroisse ou quoi, d'un coup, je me mets à penser comme si j'étais le futur CEO du truc ou directeur et j'ai envie de coacher tout le monde et de donner des stratégies. Ouais. Et avec le temps, je me suis fait violence en me disant reste à ta place Ah, c'est et bien si juste. tu dois faire juste l'accueil, fais juste l'accueil. Ou quand tu vas à je sais pas, une retraite ou quoi, tu te tais, tu racontes rien, tu n'essayes pas de coacher tout le monde, donner des idées ou de networker en mode c'est incroyable ce que vous faites, il faudrait faire beaucoup plus grand, vous pouvez aider. Là, vous aidez 10 pauvres, mais vous pourrez en aider 400 si on fait ça, ça, ça. Euh, Est-ce que toi, tu as cette sensation parfois quand tu vas dans ta petite paroisse, tu dis, ah, les gars, on pourrait faire du digital, puis on pourrait faire ça. Écoute, j'ai fait la même chose que toi, mais je sais pas si je l'ai choisi ou pas. Mais j'ai fait Ok, la même. Je crois que je me fatiguais trop. Là, c'était ok, du burn-out anticipé, tu vois. Et je me suis dit, là, si tu vis pas le truc comme un client ou un bénévole, t'es foutu. Et j'ai vraiment changé là-dessus, mais je saurais pas dire quand. ouais, Donc, en fait, sauf les trucs où je décide de m'investir à ma place de,
Tu vois, on Mhm. a lancé le congrès Mission à Nantes, c'était canon, on était dans l'équipe de pilotage, là on a bossé, réfléchi, mais c'est occasionnel et dans les trois quarts du temps, maintenant je fais comme toi, je décroche le cerveau et je rends service là où je peux, quoi. Et en même temps, il y a une sensation de, tu as l'impression de ne pas utiliser pleinement C'est clair. tes dons. Moi, j'ai souvent entendu, par exemple, des pasteurs ou autres responsables d'associations qui disent ouais, ça me fout un peu les boules. Lui, c'est un putain de banquier, et puis il vient, il fait juste l'accueil, il pourrait trop Ouais, nous aider sur ça, tu sais. Parfois, il y a cette sensation, tu dis ouais, mais il gâche ses dons. Et en même temps, il y a presque quelque chose d'un peu égoïste dans l'histoire de dire ouais, mais bon, là, c'est pas Stan ou David l'entrepreneur, là, c'est juste David le voisin qui vient me ouais. donner un coup de main. Mais ça demande de se freiner. Enfin, moi, je me rends compte que assez naturellement, Ouais, tu le j'ai ferais. envie d'aider et du coup, je dois me freiner, dire ok, n'en dis pas plus. Je pense que là où c'est pas malsain, c'est plutôt sain de notre part, et de la tienne si tu l'as vraiment décidé en plus, c'est quand même que tu laisses en effet la propriété et la vision de l'entrepreneur à celui qui l'a créé. Moi, j'ai vu quand même des fondations, par exemple. Les fondations, elles sont sympas, elles donnent du pognon, normalement gratuitement. Sauf qu'il y en a pas mal, et même de plus en plus, qui demandent des contreparties. Ok, je te donne 500 000, mais en revanche, tu me fais un x3 sur ton BP parce que vous n'êtes pas bon, vous devriez faire trois fois plus. Et moi, c'est perso, mais je trouve pas ça sain parce que tu vas travestir l'ADN du fondateur qui a peut-être pas du tout reçu ça ou pas du tout envie de faire ça. Donc, moi, je trouve ça utile si tu viens compléter des vrais manques dans la tête du gars qui est pas doué à tel sujet et tu peux l'aider toi. Dans ces cas-là, tu te mets un peu en posture de coach. Mais si tu arrives en disant ce que tu fais est canon, mais on pourrait faire trois fois plus, tu peux lui mettre une toupie dans la tête qui va tourner, mais qui sera pas capable de réaliser. Toi, tu le feras pas parce qu'en fait, tu as tes propres projets. Donc, tu l'as juste balancé l'idée là, de loin. Et dans quelle mesure tu viens pas abîmer le truc? Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que moi, je le fais que si je sens qu'il y a du questionnement. Tiens, j'ai vu que tu avais déjà fait ça, est-ce que tu auras un conseil? Là, pour le coup, je me sens très à l'aise. Mais si je vais le chercher, ça veut dire que je suis peut-être pas à ma place, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça me fait réfléchir. Je pense que c'est toujours cette dimension, moi, où c'est venu me chercher, c'est cette envie de vouloir parfois sauver, Ouais. euh, en fait, qui vient pas du bon endroit, tu vois. Mais qui Et vient de là, quoi. ouais, Qui vient de la voilà, c'est tête. ça. Ça vient pas forcément du cœur. Et ouais, peut-être qu'ils pourraient en aider 10 000, mais ils en sont peut-être pas capables, en fait. C'est déjà très beau pour ça. Et je pense qu'on a un entrepreneur à difficulté, c'est qu'on, surtout avec tout, on est dans cette génération startup, on a vu des dizaines de vidéos sur YouTube sur comment scaler, grandir et tout ça. Ouais. Et moi, je crois que c'est Émile qui me disait souvent small is beautiful. Tu vois, Mm. et parfois, ben, quand c'est petit, ben, c'est beau et faut le laisser comme ça. Et nous, on a vu des assos s'effondrer au moment de la croissance. Le fondateur n'était pas capable. N'étant pas capable, il n'a pas voulu lâcher les rênes, se disant je vais être viré. Et le projet vraiment fermé, littéralement, alors qu'il y avait un truc. Moi, j'ai un exemple en tête, il sauvait vraiment 10 vies par an. Mais c'était des vies sauvées, quoi. C'était des vies brisées, il les sauvait. Bah, la croissance, explosion. Fini. Tu as 10 personnes en moins qui seront sauvées par an parce que quelqu'un leur a dit un jour, franchement, il faut ouvrir trois autres trucs. Bah, Mm. fini. Donc, ouais, ouais, en tout cas, ça se mûrit, quoi. Et si tu réfléchis pas à la place de l'autre, et que enfin, si tu réfléchis à la place de l'autre et que tu te prends pas vraiment le recul de te mettre à sa place, ça, c'est Ouais. un peu dangereux. Toi, tu as comment dire, tu as mis en place dans ton entreprise avec Obol Digital cette logique startup, en même temps dans le monde associatif, la levée de fonds. Là, tu nous as raconté quelques passages où c'est chaud, tu dois lever l'argent. J'imagine que tu as été, comme beaucoup d'entrepreneurs, dans ces phases de stress où en fait, tu sais pas comment tu vas finir le mois ou quoi. Ouais. Euh, Comment tu as géré ces phases-là euh, émotionnellement, intérieurement, quand tu rentres à la maison que en fait, tu sais qu'il n'y a plus d'argent sur le compte et puis que. Mais là, c'est le moment de s'occuper des enfants. Comment tu vis ça, toi, intérieurement? Il y a eu autant, ça m'est arrivé plein de fois, malheureusement. Je dirais au moins 5 ou 6 fois en 7 ans, tu vois, c'est beaucoup, hein. Parfois sur des très petites périodes, d'autres sur des plus longues. Il y a eu ça dépend des moments. Les moments où je l'ai le mieux vécu, c'est quand j'ai dit clairement, alors là, c'est parce que je suis catholique, donc ou chrétien, c'est plus facile, mais je lâchais les rênes en disant, en fait, c'est plus mon problème. Si on va dans le mur, on va dans le mur, mais vraiment, je te demande de l'aide parce que de toute façon, je n'y arriverai pas tout seul. Ça a été les moments les plus forts, occasionnels. Et puis, il y a eu du stress parfois qui me dépassait. Donc là, moi, j'ai une femme qui est top, un couple où on s'entraide beaucoup. Donc on se parle, moi, ma femme, le moindre problème, elle connaît ma boîte mieux que moi, et ça fait du bien. Hmm. Se confier, savoir que je m'endors en sachant qu'elle est consciente de ce que je vis, du coup, parfois, elle me demande moins dans mon implication en tant que père.
Euh, mes enfants n'ont pas l'âge de comprendre, donc Mhm. j'essayais de le cacher, mais ça sentait la crise à la maison parce que bah, j'étais plus irritable, plus Mhm. fatigable. Donc il y a eu des moments durs comme ça, où je dormais même pas du tout parfois, tu vois, c'était un peu pénible. Et dans la boîte, en revanche, ça, j'arrivais, je crois, très bien à le prendre comme un paratonnerre pour l'éviter à mes collabs. Parce que je me disais, les gars, je leur demande de cravacher comme des dingues. Il faut pas qu'ils soient conscients. Alors, je cachais pas, mais je minimisais mon stress pour montrer qu'en fait, on s'en sortirait. Et leur dire qu'il y avait une boussole. Ouais, en gros, reposez-vous sur moi, de toute façon, on y arrivera. Et le jour où j'y arriverai pas, bah, je leur dirai, quoi. Mais Mhm. de fait, ça les protège pas mal. Donc toi, tu es dans Mais la catégorie de celui qui parle beaucoup à sa femme. ouais, terrible. Et j'ai interviewé plusieurs. Et il y a de tout. Il y en a qui disent, bah non, je communique pas. Elle a besoin de voir que je suis fort Mm. et je tiens le coup. C'est entre moi et Dieu et entre moi et moi-même. Euh, Moi, je suis du genre à devoir parler et que ça me fait vraiment du bien de pouvoir échanger avec elle. Du coup, en quoi tu serais un meilleur entrepreneur grâce à ta femme? En quoi tu es un meilleur entrepreneur grâce à elle? Bah, le premier point, c'est qu'en étant en exutoire, elle me permet d'être plus zen dans la boîte, je pense. Donc c'est quand même énorme comme différence, hein. Et en fait, je ramène pas mon stress à la maison de façon lourde. Je le ramène en disant simplement, je te le dis, je suis épuisé, je suis stressé, et voilà pourquoi. Donc elle le vit pas comme un truc stressant, mais de fait, elle m'aide à moi évacuer mon stress. Donc ça change tout. Le deuxième truc, c'est qu'elle m'aide à prendre des décisions parfois même lourdes, hein, d'organisation, parfois même de recrutement. Je demande des avis très souvent parce Mhm. que son regard extérieur, en plus, on a des rôles un peu connexes. Elle est aussi dirigeante, elle, donc elle dirige une association. Donc, euh, elle m'apporte parfois ce qui me manque. On vient pas du même monde, elle vient du conseil en organisation, donc elle a aussi un regard super intéressant. Donc, Mhm. ouais, il y a cette entraide-là. Mais le truc le plus fort, et c'est là où elle m'a beaucoup aidé, c'est quand elle te dit, en fait, de toute façon, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et c'est idiot, mais cette phrase, personne ne te le dira dans ta boîte. C'est pas le rôle de tes collabs, si tu veux. Ni de tes actionnaires qui vont plutôt te faire flipper. Donc, quand elle te dit ça, tu te dis, en fait, ouais, ça va On aller. y va, quoi. Ouais, on y va. Je suis tombé en préparant, avant de lancer ce projet-là, je suis tombé sur un article, c'est une recherche de l'Université de Columbiane, je crois, qui fait une enquête justement sur les entrepreneurs mariés, qui explique tous les avantages et en quoi, à partir du moment où le fait d'être marié, posé, en fait, c'est un avantage concurrentiel de fou par rapport aux autres et que l'entrepreneur marié, euh, je crois en termes de pourcent, mais je ne sais plus exactement, mais gagne plus que les non mariés. Et alors, les raisons, elles sont marrantes. C'est premièrement, alors quand il y a la famille, les enfants, c'est encore plus fort, c'est que tu ne te bats pas pour toi, tu te bats pour les autres. Ouais, ça, c'est Donc, vrai. d'un coup, ça te donne du sens au fait de gagner. Ensuite, là, exactement ce que tu dis, la dimension d'écoute, de conseil, de confort émotionnel. Tu rentres, tu sais que tu as quelqu'un qui t'aime, qui est là. Alors, elle peut avoir ses émotions ou quoi, mais il y a quelqu'un qui est là. Tu sais que va pas se barrer au Ouais. moindre problème. Il y a eu un engagement. Et puis, la dimension de conseil, comme on disait, la complémentarité aussi. Moi, par exemple, je suis pas très bon en finance. Ma femme est vraiment, je dirais pas que c'est une DAF, mais en tout cas, elle a la rigueur pour suivre, pour Ouais. regarder. Quand j'achète trop de bouquins, elle me dit, David, là, on a un peu explosé le budget. Attention par rapport à nos objectifs. Mm. Et puis, la répartition des tâches. Juste, ça, c'est un truc dingue. Ouais. Et ça m'a beaucoup encouragé et ça m'a donné envie aussi de lancer ce podcast-là pour encourager aussi les entrepreneurs à consolider leur mariage, leur famille, parce que ça a un énorme impact ensuite Ouais, après c'est sur leur intéressant. succès à eux. Ça semble Et, assez, ouais, ça semble hyper cohérent, franchement. quand tu as eu tes premiers enfants, est-ce que ça a fait de toi un meilleur entrepreneur? Est-ce que ça t'a freiné? Est-ce que ça t'a fait flipper? T'as enthousiasmé? C'est une bonne question. J'ai du mal l'analyser. Bon, ça m'a contraint quand même sur les horaires, puisque je t'ai dit, j'ai vraiment très vite dit, OK, mais je veux quand même rester cohérent avec mes enfants et les voir, parce que sinon je vais regretter. Je dirais que ça m'a rendu du coup beaucoup plus efficace, Mhm. parce que j'ai choisi mes combats et j'ai essayé d'y mettre l'énergie au bon endroit au bon moment. Évidemment, je pense que le fait de me battre pour eux, c'est peut-être encore plus fort que mon épouse, parce que grosso modo, mon épouse dépend de moi autant que je dépends d'elle financièrement. Si jamais j'ai plus de boulot, elle peut en reprendre un. On est complètement, donc on est un peu interchangeable sur le plan financier pendant encore quelques temps. Donc j'étais pas inquiet par le fait de planter ma boîte. En revanche, quand j'ai eu mon premier, je me suis dit, je pense, ou je crois plutôt, ouais, là, tu n'as plus trop le droit de te planter, quoi. Tu as un troisième, voilà, enfin, t'as un tiers qui vit sous ton toit. Et pour le coup, ça rendait aussi ma femme moins dispo.
pour Hmm. retrouver. Donc ça me rendait un peu plus responsable. Et je pense que c'est peut-être là où j'ai commencé à me poser des questions sérieuses sur, OK, c'est bien de faire une start-up, mais à un moment, il va falloir que ça devienne une PME. Le switch, il est récent, tu vois, c'est cette année, donc après 4 ans. Mais je crois que c'est ça qui m'a mis dans cette dynamique. De me dire, OK, sécurise quand même pour être sûr que demain matin, t'es pas obligé de te barrer de ta baraque et voilà, d'un coup Ah dans. ouais. Et tu es associé avec un pote euh, des études, je crois. Ça fait longtemps que vous bossez Ouais, ensemble. ouais. C'est quoi ton secret pour la longévité de votre union? Parce qu'en fait, c'est un peu comme un mariage, hein. Quand tu t'associes avec quelqu'un, tu vas Ah peut-être ouais, parfois moins voir plus ton associé que ta femme dans clairement. certaines périodes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait tenir si longtemps? Ah, écoute, alors déjà, on est 4 maintenant, donc ça a encore plus bougé, c'est qu'on a Les fait quatre rentrer. potes de jeunesse? Non, 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 on est deux potes d'école, comme tu dis, et ensuite sont arrivés deux autres, mais qui sont devenus des très très bons potes. Je suis Mhm. parrain de l'un, je suis parrain de l'autre, donc on est vraiment très très proches. Et Romain en particulier, on a 10 ans d'aventure en commun maintenant, on avait déjà monté une première boîte. On a très bien réparti les tâches quand même, donc on fait des Ok, choses différentes, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes appétences, et ok, donc les quelques fois où on s'est marché sur les pieds, c'est arrivé, tu vois, de s'engueuler sur des sujets où voilà, on a été tous les deux aussi responsables l'un que l'autre. C'était des sujets un peu de détail. Est-ce qu'on veut changer de nom de marque? Tu vois, des choses qui touchent tout le monde parce que c'est émotionnel. Mhm. Mais en fait, le fait de scinder dans le business aussi fortement les tâches, même les équipes, moi, c'est ce qui nous a sauvés. Parce qu'on avait besoin d'avoir notre terrain de jeu, notre bac à sable chacun. Ok. Euh, et puis la deuxième chose quand même, c'est d'avoir fait entrer d'autres parce que je pense que ça repolarise un peu de la gouvernance, quoi. Donc, bah, tu te remets à deux pour accueillir le nouveau, après on était trois pour accueillir le quatrième. Et ça, je pense que ça met du liant. Nous, on est encore considérés, malgré tous nos efforts, comme les fondateurs, alors qu'en fait, on a 2 ans d'ancienneté de plus que les autres, si tu veux, c'est Mhm. rien. Et en fait, on a ce lien qui est indéfectible, mais en fait, on bosse quasiment pas ensemble maintenant. À chacun nos Mhm. terrains et ça se passe très bien comme ça. Ok. Et vous avez pas traversé des moments de crise où tu t'es dit, OK, là, c'est la fin? Pas majeur. Non. Non. Non, non, non. Tu vois, même quand on a quitté notre première boîte qui continue de tourner sans nous, en fait, pour monter la deuxième, ça a été assez fluide. Non, je pense qu'on a ça arrive, hein, mais tu sais, c'est comme un mariage, hein. Moi, j'ai l'impression d'être marié avec lui. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Il n'y a même pas de questionnement sur le fait de se séparer ou pas, quoi. Ça roule et ça se passe bien. Donc C'est une là, pour le coup, évidence, je quoi. suis. Ouais, donc c'est pas très enrichissant parce que j'ai presque l'impression d'une anomalie de marché là-dessus. C'est moins Ouais, vrai avec d'autres histoires, mais lui, c'est vrai que ça se passe naturellement. c'est excellent. Mm. Mais écoute, merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, c'est quoi le futur de Obol là, cette année en 2024? Écoute, futur de bol, c'est de se reconcentrer un peu sur nos activités. On a complètement réorganisé la boîte. On a nommé Ok, une manager, on a un associé qui est moins manager. Moi, je reprends les fonctions support. Donc, tout a bougé là, toutes les pièces du puzzle. Donc, déjà, c'est de tenir comme ça. Et ensuite, c'est de confirmer la rentabilité. Donc, peut-être que pour la première année, on va pas lancer 3 innovations foireuses. On va peut-être rester sur ce qui marche. Et ça, c'est un gros changement pour nous. Donc, essayer, tu vas te poser le truc. Euh, et ensuite, tu, de réinventer, quoi. tu rentres dans le mode middle management là, du coup. Exactement, ça y est, on a des premiers managers intermédiaires qui sont top, je dirais même que moi, je prépare depuis un an le fait qu'on puisse être remplaçable en interne. Et je pense qu'on est plus très loin, malheureusement pour moi. Donc, non, mais c'est vrai, c'est une suite d'aventures qui peut s'écrire sans nous. Tu vois, s'il y a un problème, bah, pas grave, au bol tournera, quoi. Ça, c'est quand même ça. Génial. Ouais. Bon, bah, bon courage, parce que la phase du middle management, Vous c'est l'avez un long connu, vous. désert. C'est un Ouais. long désert. Je suis tombé sur une vidéo que je trouve intéressante, un analyste dans les étapes de croissance d'une boîte qui disait qu'au-dessus de 13, entre 13 et 40 salariés, c'est vraiment le désert d'une entreprise. Ah, Que c'est c'est le intéressant. moment, en fait, tu as les anciens qui sont là, les nouveaux qui viennent, du management qui se met en place. Du coup, tu es obligé de tout structurer. Ouais. Avant, c'est une bande de potes freestyle qui vient à l'heure qu'il veut, mais en même temps, c'est facile à gérer. Dès que dans cette phase-là, ça grandit. Puis du coup, tu as beaucoup plus de personnes non facturables parce que management, t'as le taf, t'as ci, t'as ça. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer encore plus de cash rapidement. Et en plus de ça, tu veux recruter des gens compétents. Donc, d'un coup, les niveaux de salaire montent. Il suffit que tu Ouais. commences à recruter des gens en externe qui ont de l'expérience. Les salaires montent. Du coup, ça c'est en interne. Lui, il vient de débarquer, il a un meilleur salaire que nous qui sommes là depuis X années. D'un coup, tu réinventes tout. Du coup, c'est une putain de phase. Eh ben Donc, écoute, courage. t'es sympa parce qu'on est vraiment mais au cœur de ce que tu viens de décrire, tu vois. Alors j'espère qu'on est plutôt en fin de parcours, tu vois, là-dessus.
pense qu'on a passé une année et demie là où on était passé de 15 à 35 et là on arrive à 40. Donc j'espère que dans un an, je te dirai, écoute, ça y est, ça roule, c'est structuré et c'est bien. Mais Moi, c'est je dingue pense que l'aspect bande de potes, hein, t'as raison. ouais, c'est ça. C'est dingue. Moi, je pense c'est pas être le même leader ou même patron C'est de clair. 15, 20, 30, 45 ans. Donc, je pense déjà, il y a un switch mental. Ouais, Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros enjeu de business model. ouais. C'est-à-dire que si tu as un business model, tu sais, scalable et qui est presque devenu une usine, c'est-à-dire en gros, chaque étape de comment dire, des Ouais, la étapes du production, quoi. projet, ouais, Mm. voilà, est facile à identifier, à remplacer, et qu'en gros, tu sais juste qu'il faut faire plus de ça. En fait, je pense que c'est possible. Et du coup, tu peux aussi faire venir des investisseurs pour te permettre de passer une saison Ouais, de consolidation. Je pense que nous, un des défis qu'on a rencontrés, c'est qu'on avait un modèle compliqué. C'est-à-dire que ouais. nous, on fait du sur-mesure quasiment à chaque fois. Donc, on avait une partie qui était scalable, répétable, Mm. mais toute une autre partie où tu te réinventes. Donc, tu es obligé d'avoir constamment des gens qui ont ton niveau de compréhension. Et Ouais, là, des créas, des... ouais. ça devient beaucoup plus compliqué. On a Mais exactement ça aussi. Le mode, en fait, c'est le mode agence, quoi. Et puis en plus, plus tu produis, plus tu embauches. Enfin, t'as vraiment... Nous, il n'y a pas de scalabilité. On peut faire, là, on doit faire 2,5 millions de cette année. On vise 3 millions, je sais pas combien l'année prochaine. La renta, elle bouge pas d'un poil. Et bah ça ouais, nous c'est ça. sécurise même pas, quoi. Mais C'est plus ouais, d'emmerde, plus d'emmerde. donc plus d'impact, mais plus Ouais, d'emmerde. ouais. Et c'est un vrai défi. Et moi, je me souviens les moments, passe 20, 30, tu sais, on faisait souvent des séminaires ou quoi, tu découvres des visages, parce que tu sais, on était Paris-Bordeaux, genre Ouais, salut, 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 salut. En fait, du coup, mentalement, c'est hyper bizarre ouais. et tu perds un peu ce lien Mm. qui est assez étonnant. Mais en même temps, c'est là où il faut se mettre au clair sur est-ce que je suis prêt à. Est-ce que la cause est plus forte que Que l'homme. le gang que j'avais au début? Mm. Et c'est Chantal qui dit souvent il faut passer de chef de gang à chef d'entreprise. Et c'est un cap mental qui est intéressant. Qui est hyper, ouais, hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est dur, c'est un sacrifice quand même. Parce que le Ouais, gang ou la bande, c'est sympa, quoi. Nous, on s'est fait comme vous des séminaires. Alors, on en fait encore des très sympas. Mais c'est vrai qu'on a des souvenirs dont on parlera dans 10 ans. c'est plus Euh, pareil. c'est plus Et moi, pareil. je pense je dirais pas ce qui m'a manqué, mais un défi que j'ai identifié après coup, c'est que dans cette phase-là, tu perds une forme de chaleur humaine à l'entreprise, enfin, un Mm. sens, et d'où le fait d'être enraciné, que tu Ouais. expliquais, fait qu'en fait, tu arrives, même si tu perds quelque chose au travail, en fait, tu l'as à côté parce que tu as ta communauté proche, ta voisine. En fait, du coup, tu as vraiment cette double vie qui Je suis t'aide, d'accord. en fait, dire, OK, j'ai perdu quelque chose au travail, mais c'est pas grave, en fait, parce que je le fais pas pour ça. Ouais. J'ai mes amis le samedi, on va aller jouer à la pétanque, boire un coup. Enfin, tu as un cercle proche. Et moi, je pense que j'avais mis vraiment beaucoup de mes billes dans la boîte Ouais. relationnelle, je parle de mes ambitions. Et pour moi, ça a été une phase intense parce que du coup, je perdais un de mes moteurs qui est de venir au matin voir les copains. Alors que ça, pour le coup, nous, on est encore à peu près préservé, mais je sais pas trop. Je pense que je l'expliquerai parce qu'on a un DIRCOM et une équipe com interne qui fait un boulot de com interne énorme. Et donc, on se connaît, on se prend des verres entre villes, on essaie de se voir. Il n'y a pas un gars jusqu'au dernier stagiaire que je peux pas te citer Mhm. et en t'expliquant sa vie perso, je la connais, quoi, un peu. Alors, pas en détail, mais tu vois, on a créé des liens. Et puis, et ça, c'est un truc où on a de la chance par rapport à vous, c'est comme on fait de l'événementiel, on a Ah, quand même des ouais. moments de célébration de fou, quoi. Et tu sors d'une nuit du bien commun ou du dîner bâtisseur, tu fais une teuf après. Et donc, on a Ah gardé, je ouais. pense qu'on peut être encore 20 de plus, on sera encore en bande, mais structuré comme une entreprise. Mais pour l'instant, on Ouais. reste une joyeuse bande de copains, et ça, Ça, c'est c'était un cool. des constats qu'on avait avec Thomas, mon associé, c'est de dire il faudrait faire plus d'événements parce que justement, l'événementiel, t'as tout le monde qui est claqué, Ouais, mais c'est les meilleurs souvenirs ouais, de tout le monde, en fait. ouais. Donc, c'est vrai que c'est un élément de fédérateur, le fait de suer ensemble, C'est de se génial. coucher tard, de se retrouver dans l'hôtel le matin avec la gueule toute fatiguée. Ça crée des liens. Tu as Ouais, des discussions tard le soir qui n'ont pas la même saveur qu'à une pause café. exactement. Ouais, Donc, ça, je suis gardez convaincu ça. du. Ouais, j'espère qu'on va garder ça. Bah, merci beaucoup. Alors, Merci, David. si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille,
pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.